L'actualité nationale et internationale visitée à 360 degrés par ce plateau. Bonsoir et bienvenue. C'est le Grand Talk. On démarre maintenant. Messieurs, bonsoir et bienvenue. Élisée Boloube, bonsoir. Christelle, bonsoir chers amis sur le plateau, bonsoir chers téléspectateurs. Herman Aboua, bonsoir. Bonsoir Christelle, bonsoir chez vous. Marius Komoué, bonsoir. Christelle, bonsoir, bonsoir Herman, bonsoir Élisée, bonsoir Barry, bonsoir aux téléspectateurs et aux téléspectatrices. Barry, bonsoir, merci d'être là. Bonsoir Christelle, bonsoir à la team, bonsoir à toute la Côte d'Ivoire. Messieurs, le PPACI a désormais son candidat aux élections présidentielles de 2025. Alors, Laurent Gbagbo a été désigné officiellement candidat, donc à l'issue des travaux de la convention du dit parti. Quelle lecture en faites-vous quand on sait qu'il n'est pas inscrit, en tout cas pour l'instant, sur le fichier électoral? Herman, votre commentaire? Bon, moi, de toute façon, ce n'était pas une grande surprise en réalité, parce que depuis des mois, lorsqu'ils ont fait leur rentrée, le comité central du PPACI a tenu sa rencontre. Ils avaient déjà décidé que Laurent Gbagbo lui avait déjà proposé d'être le candidat pour 2025 de leur parti politique. Donc aujourd'hui, l'investiture, ça a été beaucoup plus, je veux dire, en suivant les normes. Il y a une convention, la présidente du comité de contrôle à Montmartre qui a certifié cette candidature, et aussi le président Aswadou qui a investi officiellement au nom de leur parti, Laurent Gbagbo. Moi, je trouve qu'aujourd'hui, on ne va plus faire le débat à la place des militants du PPACI. Est-ce que c'est un bon choix pour eux? Ce n'est pas un bon choix pour eux. Je pense qu'aujourd'hui, ils ont montré que c'est leur choix pour 2025. Maintenant, la question de son absence, la non-présence de son nom sur la liste électorale, moi je pense que c'est à eux maintenant, puisqu'ils ont choisi un candidat en sachant les handicaps que cette candidature-là, ce choix a. S'ils l'ont choisi, ils doivent travailler maintenant. Et Dieu merci, quand tu écoutes aujourd'hui avec le management de la gestion de TID, Jean Gervais, qui est très diplomate, et on sent qu'il n'y a pas les éléments de langage qui sortent. Ce n'est plus une bataille rude pour aller forcément arracher, mais c'est juste essayer de discuter avec le pouvoir en place pour obtenir cela. Quand bien même, il faut le dire, ils ne reconnaissent toujours pas que leur candidat, Laurent Gbagbo, a été condamné pour des faits, lesquels de ces faits-là soient vérifiés. Qu'ils ne reconnaissent pas. Voilà. Merci beaucoup, Herman, pour votre point. Élisée Boloube, Herman parlait donc, a mentionné le secrétaire général du PPACI, M. Jean Gervais Thiédé, qui a mentionné donc dans les papiers que nous avons eu à lire que le courrier envoyé au Premier ministre pour discuter, à l'effet d'avoir une table de discussion avec le gouvernement, est en bonne voie. Le disant ainsi, est-ce que vous avez bon espoir que cette situation soit réglée, qu'il apparaisse sur la liste électorale? Je pense que c'est le souhait des militants du PPACI. Pour ce qui est de la discussion avec le gouvernement, moi j'ai bon espoir que ces échanges-là aient lieu. Comme j'ai souvent l'habitude de dire, moi, je pense qu'on ne peut pas faire l'économie vraiment du dialogue quand on peut éviter des crises à venir. Donc, s'il estime que c'est en bonne voie, c'est-à-dire certainement on a dû lui donner des signaux qui montrent qu'effectivement, cette rencontre pourrait éventuellement avoir lieu. Et moi, c'est une bonne chose. Il faut qu'on vide un certain nombre de contentieux, il faut qu'on se parle. Maintenant, avoir une discussion et échanger n'est pas synonyme obligatoirement aussi de gain de cause. C'est-à-dire que vos revendications soient totalement acceptées. Ça aussi, je pense qu'il faut que peut-être les responsables du PPACI aussi le mettent aussi dans la balance, parce qu'on va vraiment discuter donc, sur cette base-là. Et je pense que quand même l'acteur avec lequel ils discutent, ça sera le chef du gouvernement, mais qui lui aussi a des pouvoirs limités à un certain niveau, qui peut-être va les remonter aussi à l'exécutif central pour qu'il y ait une suite. Mais comme je le dis, la démarche déjà elle est salutaire, et moi je l'approuve totalement. Très bien. Marius Komoué-Herman estimait que c'était sans surprise, mais certains observateurs estimaient également qu'on pourrait avoir un plan B, comme ce qu'on a vécu au Sénégal. Votre commentaire? Ça sera difficile dès lors que les caciques du parti, ainsi que les militants et les sympathisants du PPACI ont déjà exprimé leur volonté, qui était de voir M. Laurent Gbagbo être leur candidat. Il ne fallait simplement qu'attendre la tenue donc, du congrès
qui du reste s'est tenu aujourd'hui pour le confirmer. Aujourd'hui, c'est une histoire qui relève donc du passé. Quant à la candidature véritable de M. Laurent Gbagbo, c'est un fait, c'est réel. Il faut maintenant régler la question de sa non-inscription sur la liste électorale qui fait de lui un non-votant, ensuite un illégible en Côte d'Ivoire, ce qui, du reste, pour ma part, je l'ai toujours dénoncé, n'est pas du tout agréable, n'est pas du tout souhaitable, étant entendu qu'il est inconcevable pour quelqu'un qui a dirigé le pays pendant 10 ans de ne même pas être votant, à plus forte raison être éligible. Qui plus est, je l'ai toujours dit sur ce plateau, on ne peut pas avoir reproché à quelqu'un d'avoir braqué une banque et puis lui permettre d'être assis chez lui à la maison et se la couler douce. Vous le rappelez souvent sur ce plateau. Voilà, et c'est inacceptable. Parce que moi, comme moi, je ne peux pas braquer une banque avec une bande d'armée et puis nous retrouver en train de pavaner dans les rues d'Abidjan et à l'intérieur du pays. Il faut que nous nous retrouvions autour de la table de discussion. Et quand je dis nous, je fais allusion aux décideurs, au régime au pouvoir et à l'opposition de M. Laurent Gbagbo, c'est-à-dire au PPACI, qu'ils s'asseyent. Et nous sommes très heureux d'ailleurs que le PPACI ait dévancé le régime au pouvoir en la matière en adressant un courrier. Élysée le disait, la voie diplomatique, la voie du respect de l'autorité amènera à n'en point douter le régime au pouvoir de concéder donc à la demande des cadres et autres sympathisants ainsi que les militants du PPACI de voir M. Laurent Gbagbo refigurer sur la liste électorale. Mais il ne serait pas du tout appréciable que nous soyons en 2025 aux élections présidentielles sans voir M. Laurent Gbagbo être sur la liste électorale dès lors que M. Alassane Dramane Ouattara lui-même, à l'époque, n'était pas éligible parce qu'il croulait sous le poids d'une condamnation. Il a fallu une décision, un décret de M. Gbagbo pour le rendre candidat. Il est temps que M. Alassane Dramane Ouattara rende l'appareil à M. Laurent Gbagbo. Et c'est une suite logique de l'histoire politique de notre pays. Alassane Ouattara pour les médias. Pardon ? Alassane Ouattara pour les médias. Monsieur Alassane Ouattara. On ne va pas faire ce débat, je vous en prie. Barry, quelle est votre lecture de cette situation en général? Comment est-ce que vous appréciez la candidature, de façon, comme il le disait, légitime, du président Laurent Gbagbo, et puis le fait que jusqu'à présent, on n'a pas encore avancé sur cet aspect de la discussion, sa présence sur la liste électorale. Quel commentaire en faites-vous? Bon, je pense qu'à mon niveau, c'est une suite logique des derniers événements qui se sont passés au niveau du parti. Les militants ont demandé au président Gbagbo, naturellement, de porter la candidature du parti à la présidentielle. Donc, on ne pouvait aboutir qu'à ce processus-là, la convention pour le désigner officiellement. Là, il est investi. Maintenant, comme vous l'avez souligné tout à l'heure, il y a le point toujours en rapport avec sa condamnation. Moi, c'est une question de justice que je ne vais pas commenter parce que je n'en ai pas la compétence. Mais je me dis qu'à partir du moment où le président de la République, le président Alassane Ouattara a décidé de vider le contentieux de la crise post-électorale par la voie politique, parce qu'il a accordé, il y a eu quand même une loi d'amnistie en 2018 pour un certain nombre de protagonistes, dont certains ont été condamnés dans ce dossier avec le président Gbagbo. Donc je me dis qu'il faut vider le contentieux pour vraiment tourner la page de la crise post-électorale. Mais à un moment donné, il va falloir aussi que les historiens ivoiriens se penchent sur la question mémorielle. Parce que pour moi, ce n'est pas une question de vol ou pas. C'est très important. C'est une question de l'histoire politique de la Côte d'Ivoire. Et quand on veut bâtir un État, tous les théoriciens de l'État sont d'accord que pour bâtir un État, il faut des fondamentaux. Tout à fait. Et quand il y a conflit, il y a crise dans un État, il y a le côté de la gestion mémorielle. Vous verrez que tous ceux qui sont proches des camps qui se sont affrontés, chacun a sa lecture, chacun a son narratif de ce qui s'est passé en 2010. Mais les historiens peuvent aller au-delà en faisant une synthèse des événements pour que chaque Ivoirien puisse se pencher demain, affronter son histoire pour ne pas avoir peur de parler. Parce que jusqu'à présent, vous verrez qu'il y a des personnes qui ont encore peur d'évoquer la crise post-électorale. Très bien, Or, on va terminer. Il faut naturellement l'évoquer parce que ça fait partie de l'histoire du pays. Très bien. Herman Aboua, tout à l'heure, Élysée, dans son intervention, disait le fait que le courrier soit en bonne voie ne veut pas dire oui. Ne veut pas dire que ça sous-entend qu'il sera automatiquement inscrit.
comment est-ce que le PPACI et la gauche, puisque certains partis forts de la gauche ont réclamé donc sa présence, comment est-ce qu'ils pourraient réagir à un non? On essaie de faire de la fiction. Comment est-ce que, selon vous, ils pourraient réagir à cela? Déjà, que le secrétaire général Jean-Gervais Tiédé du PPACI reconnaisse lui-même que ça en de bonne voie. Et lui, il y a eu un moment... Qu'est-ce qui est en de bonne voie? C'est le courrier qui évolue bien? Le courrier évolue bien. Certainement qu'ils ont des retours. On leur dit que c'est un bon traitement. Il y a eu des moments ici qu'un responsable du PPACI ou bien du FPI originel aurait dit carrément que non, les gens refusent voilà. Donc, ça veut dire que c'est une bonne voie. Il faut accorder la bonne foi à leurs interlocuteurs là-dessus. Maintenant, je voulais rapidement revenir sur le fait que Marius avait évoqué la question du plan B qu'il pourrait avoir. Ce n'est pas parce que Laurent Gbagbo a été désigné candidat officiel de son parti un plan B, oui. qu'il ne peut pas avoir de plan B, non. Parce que comme on l'a dit, on a toujours la question, que ça soit en bonne voie, ça ne veut pas dire forcément un oui, ça ne veut pas dire forcément un non. Donc s'il y a un non, et je pense bien qu'ils ont prévu cela. Donc il peut y avoir un plan B si jamais... Un autre candidat. Il peut y avoir un plan B, un autre candidat, pourquoi pas. À la dernière minute, il peut avoir ce plan B là. Donc je veux dire que là-dessus, mais dans tous les cas, je pense que pour ne pas qu'on cristallise, parce qu'on est à l'avant, si l'opposition essaie de prendre cela comme quelque chose à obtenir coûte que coûte et que le pouvoir en place se braque, forcément, on va cristalliser, il peut y avoir un climat qui est malsain. Ils n'ont qu'à s'entendre. Si c'est accordé, faire voter une loi d'amnistie qui a été demandée par tous les partis d'opposition. Et lorsqu'on a entendu aussi même le secrétaire exécutif du RHDP, ils ne sont pas, ils ne sont pas opposés à cela. Mais seulement ils veulent que ça doit se faire si ça doit se faire, il ne faudrait pas qu'on force la main à qui que ce soit. Moi, je pense qu'ils peuvent l'obtenir. Élisée Boloube, c'est une question de justice, disait donc le porte-parole du gouvernement. Lorsqu'on parle de plan B, pour vous, il fallait déjà y penser avant d'investir le président Laurent Gbagbo pour ne pas cristalliser donc les tensions, comme disait Herman? Non, moi, je veux juste que vous reteniez que dans la sphère politique, il y a ce qui est officiel et ce qui est officieux. Voilà, et quand on décide d'apporter une voie, il faut qu'on reste cohérent. Ils ne peuvent pas, en même temps qu'ils sont en train de planifier ou du moins lutter pour que le président Laurent Gbagbo vienne. Parce que l'une des raisons qui peut peser dans la balance pour demander au retour de Laurent Gbagbo sur la liste électorale, c'est le fait qu'il soit candidat de millions d'Ivoiriens ou de milliers d'Ivoiriens qui veulent le voir comme président. Voilà. Donc, ça peut peser dans la balance. Mais quand déjà, pendant que vous engagez cette voie, vous proposez un plan B, bon, vous donnez aussi l'opportunité aux autres de pouvoir dire non, en fait. Donc, je me dis que rien n'est impossible. Certainement que c'est de la stratégie aussi. Voilà, il faut mettre ceux avec qui on discute quand même dans une position d'inconfort en leur disant, mais vous voyez, il y a des millions de personnes qui se reconnaissent en lui, donc ne pas la voir, ça serait un peu compliqué. Mais si déjà en venant, vous venez deux propositions, où vous dites, il y a ça, et puis bon, vous aidez à quelqu'un qui a un plan B, vous mettez les autres dans une position plus à l'aise de refuser. Donc, c'est comme ça que moi je vois. Mais je pense que de façon profonde, vu qu'on a affaire quand même à des hommes politiques qui sont sollicités depuis des années, je sais qu'ils ont vraiment des stratégies, ils ont même des plans, peut-être même BC, qu'ils ont même dans leur sacoche, maintenant qui vont certainement sortir au moment opportun. Barry, réaction? Non, moi je suis d'accord avec eux, c'est trop tôt pour se prononcer sur un plan B parce que le contentieux n'a pas encore été vidé. Même si, vous voyez, même au Sénégal, là on parle de plan B, plan C, mais en réalité Ousmane Sonko était candidat, sa candidature a été rejetée, mais à côté, il y avait d'autres personnes qui ont déposé leur candidature en même temps. Mais si vous devez partir à la négociation avec l'acteur qui est en face et déjà vous préparez un plan B, ça veut dire qu'en termes de stratégie, vous dévoilez un plan B. Vous dévoilez, ça veut dire que les gens vont se dire, mais bon, on n'est pas obligé quand même de le faire. Vous voyez. Donc, moi, je pense que le PPACI adopte une démarche républicaine. Il faut le saluer. Moi, je dis toujours que je préfère une critique, des cris, à des crépitements de balles. C'est mon point de vue. Je préfère quelqu'un qui dialogue que quelqu'un qui décide de régler le contentieux par les armes. Marius Komoré, toutefois, je reviens sur ce point, toutefois, si les tensions sont toujours, pas de tensions, les positions restent en l'état et que le PPACI ne l'accepte pas, comment arriver à ce que justement la terre de Côte d'Ivoire ne puisse plus vivre ce qu'elle a vécu selon vous? Non, moi je fais totalement confiance au président Ouattara. C'est-à-dire? Il est le président en exercice
en ce moment dans ce pays. Il a besoin de l'unité de ce pays. Il a besoin de garantir la paix pour tout ce qu'il a apporté à ce pays. Il a construit le pays parce que, disons-le de façon claire et discernée, nous, quand on est sur ce plateau, nous nous exprimons en tant que leader de la société civile. Nous n'avons pas de camp politique. D'ailleurs, nous ne détenons aucune carte d'aucun parti politique. Nous avons reçu sur ce plateau M. Mamadou Touré, ministre de la République. Il a dit que leur candidat n'est personne d'autre que M. Ouattara. Il n'y a même pas à réfléchir sur un autre candidat. Et ils ne connaissent pas d'autres candidats que M. Ouattara. Nous avons reçu également sur ce plateau M. Adam Roger Félix, qui également a confirmé les propos de du ministre Mamadou Touré. Ils n'ont pas d'autres au niveau, et même le secrétaire exécutif du RHDP, au cours de sa dernière conférence de presse qui a fait grincer beaucoup de dents, a encore rappelé que leur candidat naturel, c'est M. Ouattara. Où est-ce que vous voulez en venir, M. Ouattara a fait déjà 2 mandats. Dans une démocratie, c'est 2 mandats. Mais à la suite, on a dû modifier la Constitution en 2016 pour qu'il fasse un 3e mandat et bientôt un 4e mandat. Vous trouvez ça normal? Mais cela dit, premier mandat de... Cela dit, mais si je le dis, c'est pour rappeler à l'opinion publique qu'il faut éviter d'entraîner ce pays sur une voie qui n'est pas souhaitable. Monsieur Gbagbo a purgé 10 ans de peine dans une prison extérieure par la volonté de la République de Côte d'Ivoire qu'il a envoyé là-bas. Quand vous faites ce développement, Marc, ça veut dire qu'il n'y a pas d'autre issue que de le réinscrire sur la liste électorale. Mais il a été jugé. Il n'a même pas présenté un seul témoin à décharge. On l'a complètement acquitté, totalement acquitté de toutes les charges qui pesaient contre lui. Il est rentré dans son pays. On l'a reçu tous à l'aéroport. Il a été même, le public qui a été l'accueilli a été même mieux encadré par les forces de l'ordre. Il est rentré tranquillement et aisément chez lui à la maison. Il est assis là-bas, on nous sort un autre tic-tac que les politiques connaissent bien pour dire il n'est pas éligible, il n'est pas cela. Il est éligible. Remettez-le sur la liste. Nous, les Ivoiriens, nous irons voter qui nous voulons par rapport au projet de société et au programme de gouvernance qui nous aura été proposé. Alors, c'était le point de vue de Marius, mais en même temps, ce n'est pas vous qui décidez, ce n'est pas moi également, ni ce plateau, mais c'était bien que vous puissiez donner votre point de vue. Chère madame, écoutez, rapidement. Pour je vous le dis et je vous le répète. Quand on a braqué une banque, et quelle banque? On ne doit pas se balader, vous le dites. Est-ce qu'on doit s'asseoir à la maison? Mais donc, soulevez M. Gbagbo, mettez-le en prison pour qu'il puisse sa peine. Auquel cas, remettez-le sur la liste et puis évitons les problèmes. Je dis bien qu'il faut aller à la table de discussion. Il faut trouver une issue favorable pour que M. Gbagbo, le fait d'être inscrit sur la liste électorale ne veut pas dire qu'il a déjà gagné les élections. Et puis avec ce que M. Ouattara a fait. Mais les Ivoiriens aussi voient clair. Merci beaucoup, Marius. Permettons à Herman et Élisée de réagir. Élisée, alors on comprend bien avec la façon de parler de Marius et la verve qu'il utilise dans son propos. C'est le propos d'un leader de la société civile. Oui, évidemment, rassurez-vous, je ne vous colle aucune étiquette, rassurez-vous. Mais en fait, quand il parle ainsi, on comprend bien que si la chose n'est pas faite, on pourrait aller à des tensions. Tel qu'il explique, parce que selon lui, il n'y a rien en réalité qui justifierait une telle attitude de non-présence sur la liste électorale. Moi, je vais vous donner mon ressenti, ou du moins ce que je pense, honnêtement dit, sur cette situation. Allez-y, Élisée. Moi, je pense que la discussion va s'ouvrir et que la discussion va aboutir à la réinscription de M. Laurent Gbagbo sur la liste. Moi, c'est ce que je pense. Vous avez foi? Oui. Simplement parce que, pas forcément même du fait de ses leaders politiques, même si c'est vrai que, comme Marius le dit, je concède ça avec lui, le président Ouattara a bâti, en tout cas, beaucoup de choses dans ce pays. Et sincèrement, il ne voudrait pas voir tout ça là passer à pâté profit. Ça, c'est clair. Mais je pense, je le dis parce que pour moi, je me dis aujourd'hui, on a une excellente occasion de mettre à contribution toutes nos institutions qui ont cette responsabilité-là d'œuvrer à la paix et à la quiétude dans notre société. Notamment la Chambre des rois et des chefs traditionnels. Vous insistez sur ce point. Hein? Oui. En plusieurs émissions, vous avez parlé de cette chambre. Là-dessus. Prenez le décret qui crée la Chambre des rois et des chefs traditionnels. Regardez les missions qui leur sont assignées. Mais c'est là. Voilà que ces missions-là s'ouvrent maintenant. Ou du moins, l'un des points de ces missions-là s'ouvre aujourd'hui. Créer les conditions de l'accalmie et de la paix. Et je sais que, vu l'Ivoirien que nous sommes, notre tempérament et tout ce qu'on a vécu, je pense que, sur ce plateau, même en dehors de ce plateau,
peu d'Ivoiriens vous diront encore qu'ils veulent vivre cette situation. En tout cas, la majorité vous diront qu'ils ne veulent plus. Et comme la majorité ne veut plus, c'est pourquoi la majorité, justement, a été favorable à tous ces mécanismes qui ont été mis en place là pour pouvoir permettre à notre société d'être apaisée. Donc, l'occasion est donnée maintenant à ces structures-là de pouvoir œuvrer. Et moi, je sais, comme je l'ai dit, mon ressenti, ce dialogue va s'ouvrir. Il va peut-être être chaud. Je pense qu'il va peut-être être chaud sur des points, mais je reste intimement convaincu qu'au final, on arrivera à trouver une solution, notamment la réinscription du président Laurent Gbagbo. Mais, pour moi, je dis, ça sera l'occasion aussi de prendre un certain nombre de garanties vis-à-vis des hommes politiques, tous bords politiques confondus, sur la nécessité d'être responsable durant le processus électoral. Ça aussi, c'est important. Très bien. Pour terminer, on va prendre les deux impressions. Herman, avez-vous le même ressenti qu'Élysée, qu'on arrivera à une issue heureuse sur ce sujet? Moi, je pense que c'est la seule voie qui est souhaitable. Marius l'a dit. C'est vrai que quand on sent aujourd'hui dans le vocabulaire les éléments de langage des responsables du PPACI, ils font tout pour calmer le jeu, faire en sorte de suivre une certaine concertation, mais ça ne va pas. On les connaît, ils ont créé quand même, allons jusqu'au bout, on va aller jusqu'au bout. Donc je veux dire qu'ils peuvent, à un moment donné, s'ils voient que leur revendication n'est pas en train de passer, leur souhait n'est pas en train de passer, ils peuvent effectivement réaliser. En ce moment-là, comme on le dit, il peut avoir ces inquiétudes-là, un troisième larron, une situation incontrôlée. Il ne faudrait pas qu'on arrive là, Élysée l'a si bien dit. Il faudrait que les institutions qui sont, comment on appelle là, dans la Chambre des rois, le centre de médiation internationale, le médiateur, tout cela, ils n'ont qu'à venir travailler à ce que les gens obtiennent. Il ne faudrait pas que ça soit seulement les partis de l'opposition ou bien de gauche qui portent cette revendication-là, qui aujourd'hui, si c'est leur volonté d'avoir leur champion comme candidat, il faut pouvoir faire en sorte que Gbagbo, ce n'est pas le premier criminel de Côte d'Ivoire. Très bien. Barry, quel est votre ressenti là-dessus? On termine sur le sujet. Non, moi, je me garderai de tout propos sur la personnalité des différents chefs d'État qu'on a cités, mais je pense que pour moi, le président Alassane Ouattara trouvera une solution à cette situation, comme il l'a déjà fait par le passé. Est-ce que vous vous attendiez à ce que le président gracie le général Dogbo Blé après la CAN? Habituellement, les grâces, c'est en août, c'est en décembre, mais il nous a tous surpris. À la faveur de la CAN, voilà. Bien sûr. Donc ça peut arriver. Je ne serais pas surpris qu'au soir du 7 août 2024, le président Alassane Ouattara décide de prendre l'initiative d'une loi d'amnistie. D'ailleurs, c'est ce que je souhaite, pas seulement pour le président Gbagbo, mais il y a aussi son filleul, Charles Blé Goudé, et d'autres. Il y a aussi le Premier ministre Soro qui est dans cette situation. Il l'a fait pour Mme Gbagbo, d'ailleurs. Vider tout le contentieux juridique et aller aux élections dans le calme. Et le meilleur gagne. C'est clair. On parlait donc du président Laurent Gbagbo. On va parler maintenant de son filleul, et j'emprunte votre mot. Alors, à Yamoussoukro, et je vous déplace, messieurs et chers téléspectateurs, à Yamoussoukro, le président du COGEP, Charles Blé Goudé, est allé donc présenter ses civilités au gouverneur Augustin Thiam. Et pour lui, Yamoussoukro n'est pas qu'une capitale, c'est le visage de la paix. Évidemment, une parabole, un challenge est encore sorti. Si vous ne voulez pas construire la paix et que vous voulez parler de développement, vous ressemblez à un baoulé qui veut aller planter des ignames dans une forêt qui n'est pas défrichée. Disait donc le président Charles Blé Goudé, président du COGEP. Messieurs, commentaires. Et ensuite, on va s'apesantir sur pourquoi Yamoussoukro. Moi, je pense que d'abord, il est dans son style. Hein. Bon, c'est leur première rentrée politique, c'est la première rentrée politique du COGEP. Ils ont voulu le faire à Yamoussoukro. Donc, moi, je pense qu'ils ont rassemblé tous leurs militants, enfin les responsables de leur parti. Et Yamoussoukro, qui est quand même un symbole de la paix. Et je crois bien, les gens sont en train de s'attarder sur sa visite à Augustin Thiam, mais ce n'est rien de spectaculaire. Lorsqu'un homme politique va en mission ou bien est présent dans une ville ou une localité, il va faire ses civilités aux responsables. Et Augustin Thiam est le gouverneur du district autonome de Yamoussoukro. C'est dans ce sens-là. Ça ne faudrait pas que les gens voient une certaine alliance politique avec l'autorité. Il fallait le préciser. Maintenant, en attendant le discours d'orientation, enfin, ce qui a été dit, parce que jusque-là,
On sait bien qu'il ne s'était pas pour annoncer qu'il se retrouvait candidat. Ça, on a vu, il a même dit que son parrain, Laurent Gbagbo, si jamais il est candidat à une élection, il ne va jamais se présenter. Bon, jusque-là, il ne l'a pas encore dit. Mais en même temps, il a dit que 2025 ne se passera pas sans. Oui, mais de toute façon, 2023, les élections ne se sont pas déroulées sans lui. Il a fait une campagne pour appeler les gens à aller voter dans le camp. Donc, je veux dire, dans tous les cas, il va jouer sa partition. Et c'est à ce niveau-là même qu'il faut parler même du rassemblement de la gauche. Aujourd'hui, ils sont plus ou moins... Et ça, c'est le challenge pour les gens du PPACI, de pouvoir aller vers leurs différents partenaires de la gauche pour les rassembler pour cette bataille-là, si jamais ils veulent vraiment gagner la conquête. Très bien. Je vous invite à Yamoussoukro, reportage. Je suis donc venu ce matin avec mon équipe pour faire nos civilités à la première personnalité qui a la lourde responsabilité de faire perdurer le rêve de Léon Faure-Boigny, qui a fait de Yamoussoukro la capitale politique et la capitale de la paix. Moi-même, depuis mon retour ici en Côte d'Ivoire, je fais le tour pour aller vers les Ivoiriens, pour les appeler au rassemblement, parce qu'il faut aider la Côte d'Ivoire à sortir totalement de ce traumatisme que nous avons vécu. C'est la rentrée politique du COJEP qui se tient à Yamoussoukro. On pouvait le faire à Abidjan ou ailleurs en Côte d'Ivoire. Mais parce que nous nous inscrivons résolument dans la recherche de la paix. Et Yamoussoukro était symbole. Yamoussoukro n'est pas qu'une capitale. Yamoussoukro, aujourd'hui, c'est le village de la paix. Et je voudrais d'abord saluer la décision qu'a prise le COJEP et à travers lui son président, Charles Blé Goutté, de venir faire sa rentrée politique à Yamoussoukro, qui est certes le village natal de Félix Houphouët-Boigny, mais qui est aussi le village où Félix Houphouët-Boigny repose pour l'éternité. C'est un hommage posthume rendu au grand homme qu'il continue d'être, Félix Houphouët-Boigny. Alors, Élisée Bolobo, au-delà donc de la vision de la paix et pour honorer donc la mémoire du premier chef d'État, est-ce que cette visite-là, pour vous, revêt un autre caractère? Quel commentaire en faites-vous? Bon, déjà, je pense que faut connaître Blé Goudé, faut suivre un peu ses méthodes. Si vous vous rappelez, depuis bientôt 2-3 ans, les principaux partis, les grands partis, à l'exception du PPACI qui lui a fait son congrès constitutif à Abidjan et aujourd'hui son congrès de désignation de son candidat à Abidjan, le RHDP a eu une manifestation d'envergure dans cette salle-là, c'est-à-dire Yamoussoukro. On a vu également aussi le PDCI qui l'a fait lors de l'élection de son président. Pour vous, ça pourrait ressembler à... Blé Goudé ne pose jamais un acte de façon anodine. Ça répond toujours à un objectif, à une stratégie. Il est en train implicitement d'inclure dans l'esprit des citoyens qu'il ne voit pas son parti comme un parti secondaire, mais il voit son parti comme un parti qui doit compter dans le giron des partis politiques en Côte d'Ivoire. Il va sur les traces de ceux-là qu'on considère comme les plus grands, parce qu'il veut aussi devenir plus grand. Il choisit Yamoussoukro, comme il le dit lui-même, parce que c'est un symbole de paix. Yamoussoukro, il y a la fondation Félix Houphouët-Boigny pour la paix. À Yamoussoukro, il y a la basilique Notre-Dame de la Paix. Yamoussoukro est considéré par tous, même quand la Côte d'Ivoire était divisée. Yamoussoukro n'a pas été prise en otage. Ça a été une ville qui est restée sous contrôle. Donc Yamoussoukro pourrait être un symbole de résilience, de paix, et il veut aussi témoigner, il veut aussi partager ce message. Donc comme vous le voyez, il ne fait, et ce n'est pas anodin, il poursuit. Même le proverbe. Il aurait pu dire... Quelle signification le proverbe a? Voilà, il aurait pu dire la phrase fatidique. Gbagbo dit comme il a l'habitude, mais ça, il a dit quand un baoulé... Allez-y, lisez. Voilà, je dis, si vous voulez ne pas construire la paix et que vous parlez de développement, vous ressemblez à un baoulé qui veut aller planter des ignames dans une forêt qui n'est pas défrichée. Il prend même, parce que les baoulés, c'est leur zone. Voilà, c'est la zone originelle. Très bien, et on va terminer. Donc, c'est une appropriation aussi pour dire que je suis avec vous. Donc, tout ce que Blé Goudé fait a une signification. Il ne pose pas un pas de façon anodine. On va partager la minute entre vous deux. Marius Komoé, est-ce qu'au-delà de ça, certains observateurs pourraient dire, attention, est-ce qu'il n'y a pas un rapprochement en vue avec le PDCI? Fin stratège politique. Voilà, le gouverneur est le frère du président du parti. Non, mais lui, on sait tous qu'à l'accoutumée, les grandes rencontres du COJEP se sont toujours tenues en Abidjan.
Alors, pour une première, si mes souvenirs sont bons, c'est la première fois que M. Charles Blé Goudé et son parti délocalisent une très grande manifestation, comme par exemple la rentrée politique, la rentrée de leur parti politique à Yamoussoukro. Et il a bien dit, il a même souligné que lorsque, une fois à Yamoussoukro, que les autorités se tranquillisent, parce que le seul bruit qu'ils pourraient entendre à Yamoussoukro, c'est le bruit de la paix. Il était bien de préciser cela? Oui, bien entendu, puisque tout récemment, à Abidjan, il avait fait une même manifestation politique à la Maison de la Culture qui devrait se solder par une marche ou un autre rassemblement qui avait été interdit, à Yopougon, qui avait été interdit par les autorités militaires. Et donc, c'est tout à fait normal quand policières, pas militaires, par les autorités policières. Et donc, en délocalisant la rentrée politique du COJEP à Yamoussoukro, M. Charles Blé Goudé atteste de sa volonté de contribuer véritablement à l'instauration de la paix et à une véritable réconciliation, comme il a toujours souligné depuis qu'il est arrivé de la Haye, en tournant dans le pays pour sensibiliser les Ivoiriens à cet effet. Paris, le COJEP n'est pas prêt à jouer les seconds rôles. Avec cette présence à Yamoussoukro et les civilités présentées, il se positionne en véritable parti d'opposition en Côte d'Ivoire. Votre lecture? Tout à fait. Ils sont dans la même dynamique depuis le retour de Charles Blé Goudé, dans un esprit républicain, dans des démarches républicaines. Quand ils vont dans une localité, ils vont présenter les civilités. Ce n'est pas une obligation, mais c'est un devoir. Mais vous n'êtes pas obligé de l'exécuter naturellement. Donc, je pense qu'ils sont toujours dans la même dynamique. Et on verra après son discours, pendant son discours à la rentrée politique, qu'est-ce qu'il va dire, quel sera son discours d'orientation. Herman l'a dit tout à l'heure, il avait dit devant tout le monde que si son papa, Laurent Gbagbo, est candidat, lui n'allait pas candidater. Donc, on va voir qu'est-ce qu'il en est. Est-ce que les choses ont changé? Parce que la politique, les choses sont dynamiques. Bien sûr, c'est comme si je le vois de passage, j'aimerais bien qu'il me partage quelques proverbes, quoi. Mais déjà, je pense que vous allez vous contenter de cela, de la forêt et des ignames. Enfin, bref. Dans la forêt non défrichée. Nous allons maintenant pas aller dans une forêt non défrichée, mais rester toujours sur ce plateau et recevoir un invité, un auteur. Il se nomme Abdoul Karim Bandé. La thématique avec lui, c'est du coaching, développement personnel. Le titre de l'œuvre, banaliser le succès, aider les hommes et les femmes et les organisations à réussir. Bâtir, voilà notre arche à demain. Monsieur Karim Abdoul Bandé, merci d'être là. Merci à vous. J'ai essayé de faire un écrémage un peu de votre œuvre et c'est magnifique. Bravo. Pourquoi cette thématique? Pourquoi banaliser le succès? Alors, merci pour l'opportunité que vous me donnez. Je rends grâce à Dieu pour cette occasion. Pourquoi banaliser le succès? En réalité, banaliser le succès, c'est la vision du cabinet Salomon Conseil. Je dirige ce cabinet, je dirige aussi une école supérieure qui fait des BTS, des licences et des masters. Et lorsque je créais le cabinet il y a environ 15 ans, il fallait lui trouver une vision. Pourquoi nous existons? Et notre vocation à nous, notre acharnement, c'est d'aider les hommes, les femmes et les organisations à réussir. Fait que le succès soit quelque chose d'ordinaire et non plus quelque chose de spécifique, de rare. Rendre le succès populaire et accessible à tous. Très bien. Élisée? Tout à l'heure, quand vous parliez, vous aviez parlé d'amener les uns et les autres à réussir. Y a-t-il une nuance entre succès et réussite? Quelle est la différence pour vous? Alors, je ne mettrai pas de nuance, moi, parce que c'est une question de mots, de terminologie, mais comment je définis donc le succès ou la réussite? Pour moi, je fais une analogie. Mais la vraie réussite, c'est vrai que dans le livre, une bonne partie consiste à dire aux gens qu'il faut gagner de l'argent et comment gagner de l'argent. Mais les 3 derniers chapitres rompent avec cette logique, où la question même du succès est posée. Et pour moi, aujourd'hui, le succès est un concept dynamique. Oui. Ce qui nous rend heureux change. Quand nous avions 5 ans, on avait envie de bonbons de chocolat. Quand on a eu 12, 16 ans, on avait envie d'être beau, d'être apprécié des gens et tout. Et puis quand on a 25, on a envie de gagner de l'argent, de travailler. À 40 ans, il y a d'autres problématiques. À 60 ans, donc ça change. Et finalement, le succès, c'est d'être heureux. D'être heureux en tenant compte de cette dynamique. Et dans le livre, on propose un outil comme la roue des domaines de vie, donc qui permet, qui est utilisé en coaching, qui permet à quelqu'un de voir est-ce que sa vie est équilibrée, est-ce qu'il peut produire vraiment le bonheur dont il a besoin. Donc réussir ou avoir du succès, pour moi, c'est véritablement être heureux. Très bien, Herman. Ouais, moi, je pense que je reviens encore puisque je n'ai pas perçu la réponse à la première question. Pourquoi banaliser alors le succès? Puisque le succès, c'est ce qui nous permet de nous affirmer dans la société et autres. Pourquoi alors banaliser cet exploit-là finalement?
Alors, ce n'est pas banalisé dans le sens de rendre inutile le succès. Trop vulgaire. C'est banalisé dans le sens de rendre populaire. Qu'il est accessible à tous. Accessible. C'est dans le sens d'accessibilité. Ok. Un bien économique est un bien rare. Il est rare, il a de la valeur parce qu'il est rare. Mais s'il devient commun, il devient banal. Très bien. Barry. Voilà. Aujourd'hui, alors, dans la société, globalement, on remarque que beaucoup attachent la réussite à la réussite matérielle, en fait, c'est-à-dire avoir de l'argent, avoir des biens immobiliers et tout ça. Mais vous, pour les personnes que vous formez, globalement, quel enseignement vous tirez? Comment ils perçoivent la réussite pour eux, ceux à qui vous avez eu affaire? C'est un concept tellement relatif. Je ne peux pas m'autoriser à définir la réussite pour quelqu'un. C'est pourquoi, à un moment donné, il y a un ensemble d'outils, parce que la réussite matérielle est fondamentale. Sans argent non plus, on ne sera pas heureux, soyez sûrs. Moi, je déteste la pauvreté. Et ceux qui pensent que la pauvreté est une bonne chose, je déteste la pauvreté. Et ceux qui pensent que la pauvreté est une bonne chose, ils peuvent l'essayer. Ce n'est pas agréable, la pauvreté, d'accord? Ça nous contraint à tellement de situations, tellement de... La prostitution, tellement de mots trouvent leur origine dans la pauvreté. Donc, manquer d'argent est une chose assez grave. C'est un vrai problème. Donc, déjà, il faut avoir des solutions pour en gagner. Mais après, gagner de l'argent n'est pas tout. La vie n'est pas que le fait de gagner de l'argent. Dans le livre, je donne des exemples d'un père de famille, d'accord, fonctionnaire international, qui a fait le tour du monde, qui a de gros salaires de l'ordre de 11-12 millions. Et puis, il a la retraite. Pendant qu'il est en activité, il n'a pas le temps de ses enfants, il n'a pas le temps de son épouse. Quand il rentre à la maison, tous les enfants disparaissent, il est content. Mais le jour qu'il a la retraite, il se rend compte qu'il a d'autres besoins. La famille devient fondamentale pour lui. Mais il se retrouve seul. Il est seul. Les enfants ne sont plus là pour lui. Un de ses enfants est même devenu drogué, il lui en veut à mort. Voilà, il se retrouve là, il est malheureux. Il a eu de l'argent, oui, mais il est malheureux. Parce qu'il faut construire son bonheur, sa réussite de manière équilibrée. Il y a plusieurs domaines de vie qu'il faut prendre en compte. Et malheureusement, les jeunes, quand on a un peu moins de 40 ans, jusqu'à peut-être 45, 50 ans, on est focalisé, gagner de l'argent. C'est ça. Alors qu'il n'y a pas que ça. La santé va devenir rapidement un enjeu, la famille va devenir un enjeu, mais on ne se rend pas compte tant qu'on n'est pas dans la situation. C'est cela. Marius, comment est? Alors, je vois bien, je lis sur le titre de l'œuvre, Aider les femmes, les hommes et les organisations à réussir. Absolument. Quelle est la condition sociale de la femme et de l'homme au Burkina Faso? Et pourquoi faut-il les aider à réussir quand on sait que c'est les hommes eux-mêmes qui doivent s'aider à réussir, tant au niveau de la femme qu'au niveau de l'homme? Alors, le livre ne s'adresse pas qu'au Burkina Faso. C'est vrai que c'est mon pays d'origine. Bien sûr. Mais il n'est pas limité dans la superficie. Le livre est même dédié à la Côte d'Ivoire au Burkina, parce que je suis né en Côte d'Ivoire, j'ai grandi. Bien entendu. Et j'estime être le résultat de deux cultures. Très bien. Non, pour moi, la condition de la femme, je suis un défenseur des femmes. Je suis reconnu comme un mari battu. Et heureux. Ouais, je suis battu. Sérieux? Non, je suis sérieux en même temps. Et heureux d'être battu. Attendez. Je vous assure que mes étudiants m'appellent comme ça. Mon beau-père m'appelle en jour. Juste une image. Vous nous faites peur. Après, si on a l'occasion, peut-être que je vous expliquerai qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Attendez, c'est une image, vous nous rassurez. Non, mais ça fait partie de mes attributs. Mari battu et fier. Est-ce que vous le vivez véritablement? Après, c'est une autre question. Ce qui n'est pas vrai d'ailleurs. Donc, je suis en tout cas le défenseur des femmes en tant que mari battu quand même. Oui. Et je puis dire que non, pour moi, les clés de succès sont les mêmes pour les femmes comme pour les hommes. Exactement. C'est d'abord une question de vision, et on en parle, qu'est-ce que c'est que la vision et comment se définir une vision et la nuance entre vision et objectif. Parce que là, quand ce n'est pas bien vu, il y a problème. Ensuite, la nécessité d'être un expert dans ce qu'on fait, et on définit pour nous ce que c'est que l'expertise à travers trois clés, notamment la connaissance, la sagesse et l'intelligence, pour voir les nuances qui existent entre les trois et comment il faut les intégrer pour avoir une connaissance suffisamment pratique. On va aussi parler de développement personnel, donc d'attitude. Et pour moi, hommes comme femmes peuvent avoir accès aux mêmes principes. Donc, aux femmes de payer le prix et puis aussi elles arriveront. Mais je mets toujours cette nuance pour les femmes parce que je crois fondamentalement qu'une femme, plus elle s'élève en leadership, plus elle s'élève en productivité, plus sa vie de foyer est en danger. Et il faut travailler sa soumission et son humilité pour tenir dans un foyer. Sinon, le livre comporte combien de pages? On a autour de 190 pages à peu près. Ah, c'est bon. Très bien. Élisée, ensuite Herman. D'accord. Et on a vu sur la place beaucoup d'auteurs, en tout cas, qui ont parlé un peu du succès, de la success story et tout ça, ça court un peu les rues. En quoi est-ce que votre livre se distingue de ce qui existe déjà sur la place? Une belle question. Le livre est préfacé déjà par l'ancien Premier ministre du Burkina Faso, son Excellence Tertus Zongo, que je remercie au passage. Un excellent technocrate. Oui, Exactement.
Et l'homme qui m'a mis le prix à l'étrier pour le développement personnel, qui s'appelle Seydou Wandaogo, lorsque je suis allé le voir, je lui ai présenté le livre, il m'a dit, c'est le livre le plus complet de développement personnel qu'il a eu l'occasion de lire. Ah, super. Parce que c'est une perception. Je lis beaucoup, j'ai énormément lu et je continue de lire. Oui, ça. Et j'ai rarement vu des livres, dans la plupart des livres de développement personnel, on vous suggère ce que vous devez faire, mais on ne vous dit pas comment faire. Alors moi, j'ai mis beaucoup plus l'accent sur les principes, beaucoup moins sur les techniques. Au niveau du style d'écriture. Du style d'écriture qui est très accessible. Et il y a énormément d'exemples. Pour chaque principe, il y a une histoire qui accompagne, il y a un exemple qui étaye. Donc, ce qui permet au lecteur de mieux adhérer à ce qui est dit. Comme une masterclass, en fait. Exactement. Et d'être à l'aise. Un des animateurs que j'ai eu la chance d'avoir, qui m'a invité sur un de ses plateaux, a dit « ce n'est pas un livre, c'est une formation ». Et effectivement, c'est une formation. C'est un module. En réalité, c'est le module qui fait le cabinet Salomon Conseil, que j'ai enseigné pendant, qui m'a fait gagner beaucoup d'argent, qui coûte au moins 250 000 par personne pour 2 jours. C'est ce module-là que j'ai eu à cœur finalement de mettre dans un livre, parce qu'à un moment donné, tu as reçu gratuitement. Il faut aussi Est-il accessible? Il est à combien? Le livre n'est pas gratuit. Il est à combien? Il n'est pas gratuit, mais le prix est gratuit. Hein. Il coûte 15 000. Il est accessible dans toutes les librairies? Pas pour le moment, je suis là pour ça, donc j'essaie de le mettre. Je crois qu'on est en train de négocier déjà avec une certaine librairie pour le mettre en disponible. Mais vous pouvez le commander en appelant à des numéros disponibles. J'ai une question, c'est justement sur l'écoulement, l'édition et autres. Aujourd'hui, les auteurs de plus en plus, eux-mêmes, s'éditent et ils essaient de trouver les moyens. Quelle est la formule que vous avez choisie et pourquoi avoir choisi cette formule principalement? Alors, j'ai pris un éditeur au départ, j'ai été déçu par son travail. La correction qu'il m'avait faite n'était pas du tout bonne. Je suis très rigoureux, j'aime faire les choses moi-même. Vous savez, le livre, j'ai voulu l'écrire il y a 10 ans, je n'ai pas pu. Et puis en 2022, chaque année avec mon épouse, le mari battu que je suis, on fait un bilan de l'année en décembre. Et donc, lorsqu'on faisait le bilan de l'année, j'ai eu à cœur de réserver tous mes lundis à l'écriture du livre. Et donc, tous les lundis, à partir de janvier 2023, je me réveillais à 5 h du matin, j'écrivais jusqu'à 17 h, 18 h. Et en 3 mois, le livre était écrit. Vous voyez? Et donc, j'attache vraiment de l'importance à ce que je fais et j'aime être dans le détail. Donc, au final, j'ai préféré tout faire moi-même, toute la stratégie de com. À Ouaga, on en a vendu 1000 déjà. Hein. On l'a lancé en février, je crois le 17 février. On a déjà vendu 1000. Je suis venu plus avec les 1000 nouvelles impressions, pour le public. Dites-moi, si Christelle le permet, qu'entendez-vous exactement? Je n'ai même pas encore permis, il a pris la parole. Qu'entendez-vous exactement? Parce que moi, ça me préoccupe. Et puisque vous revenez là-dessus très souvent, le mari battu, qu'entendez-vous par mari battu? Alors, je vous laisse ça pour la prochaine fois quand vous allez m'inviter. Alors, rapidement. Ce n'est pas le sujet du livre. Rapidement. Vous avez dit tout à l'heure que lorsqu'une femme s'élève en leadership, il faut travailler son humilité, sa soumission. Exactement. Pourquoi en faites-vous un point? Non, parce que je suis conseiller conjugal aussi. Avec mon épouse, on accompagne des jeunes, des couples et tout ça à se construire. Et je peux vous dire que je vois tellement de couples où ça ne marche pas. C'est ça. Tellement. Et vous observez, hein, c'est juste une vérité de la palisse. Plus les femmes montent, plus c'est compliqué. Les hommes en ont peur. Le regard de l'homme ou c'est la femme elle-même? On en a peur parce que l'homme est fait pour dominer. L'homme a besoin de contrôler son épouse. Mais quand elle s'élève, dernièrement, je donnais une conférence à des étudiants qui sont dans, comment on appelle ça, l'école, c'est-à-dire qu'ils sont sélectionnés parmi la crème. D'accord. Voilà, l'école préparatoire. Très bien, et ce sera le dernier mois. Lisez, tout terminé. Et donc, il y avait des femmes à l'intérieur. Je leur ai dit, vous savez, vous êtes jeunes, mais si vous oubliez de penser au mariage, vous allez finir vos études. Quand vous allez lever la tête, tous les hommes de qualité qui auraient pu vous marier, là, ils seront déjà validés. Donc, c'est le menu fretin, là. Vous allez devoir vous contenter. Vous allez vous contenter de cela. Voilà. Et c'est ce qui arrive malheureusement à beaucoup de femmes qui s'élèvent, qui oublient vraiment de penser au foyer, parce que sans foyer, à mon avis, ça va être compliqué pour une femme. Très bien. Alors, selon l'auteur, lorsque vous étudiez, il faut de temps en temps lever la tête pour les voir passer et faire votre choix, parce que après cela, c'est compliqué. Ça peut être très compliqué. Enfin, c'est compliqué. Merci beaucoup. Merci à vous de Je rappelle le titre du livre, Banaliser le succès, aider les hommes et les femmes et les organisations à réussir, bâtir, voilà notre arche
acharnement. Voilà, j'y Exact. suis arrivée, de Abdul Karim Bandé. Merci d'être venu. Il peut se commander Merci. en ligne, il suffit d'aller sur notre page, vous allez voir des références, vous pouvez nous appeler. Très bien, Donc, très Bandé bien. Abdul Karim officiel. En tout Merci cas, bravo. infiniment. C'est moi Merci qui vous remercie. infiniment. Merci. Merci d'être avec nous. Notre plateau n'a pas changé de configuration pour l'instant, bien que nous attendons ici le secrétaire général de la FESI, Sié Kambou. Même pour l'instant, tournons nos regards vers le Tchad. Évidemment, des tensions ont commencé donc au Tchad suite à l'élection présidentielle. On se le rappelle, deux candidats donc importants, Mahatma Itno Déby Idriss, candidat, donc fils de son père, et Masra, succès Premier ministre. On nous fait dire que des tensions ont éclaté à la suite des résultats proclamés qui donnent le fils de l'ancien président Mahatma Idriss Déby vainqueur de l'élection présidentielle avec 61,03% des voix, ce que dénonce Masra, succès Premier ministre. Barry, votre regard sur la situation en ce moment en cours au Tchad? Bon, il faut dire que le Tchad, c'est un pays qui a quand même connu des décennies de violence de l'indépendance jusqu'à aujourd'hui. Il y a un théoricien de l'État qui décrit un concept, il l'appelle l'État garnison. L'État garnison, c'est un État où réellement l'armée ou une partie de l'armée contrôle l'appareil d'État et contrôle l'appareil politique. Je pense que c'est le cas du Tchad. Et ça n'a pas commencé avec le fils Déby, le général Mahatma Idriss Déby. Avant lui, il y a eu le coup d'État contre le président François Tombalbaye. Oui. Il y a eu aussi, c'est vrai que le président, comment il s'appelle? Hissène Habré était civil, mais en réalité, c'est par les armes qu'il est arrivé au pouvoir. Ouais. Donc, c'est pour vous dire quoi? La voie martiale a toujours été au cœur de la vie tchadienne. Et quand vous voyez le général Mahamat Déby, il n'y a même pas 2 à 3 mois, son cousin, Yaya Dilo, qui était opposant politique, l'opposant le plus farouche, a été tué. Il n'y a pas eu d'enquête, on ne sait pas ce qui s'est passé. La seule explication qui a été donnée officiellement, c'est que l'Agence nationale du renseignement a voulu interpeller Yaya Dilo et ses partisans et il aurait ouvert le feu. Et naturellement, eux, ils l'ont tué. Donc, c'est pour dire quoi? Pour moi, au Tchad, déjà, le processus est déjà galvaudé. Il ne pouvait aboutir qu'à cette réalité de tension-là parce que le général Déby s'était engagé à respecter la transition et naturellement... Qui devait finir depuis 2023. Depuis 2023, il ne l'a pas respecté. Il a organisé un autre dialogue politique dans lequel il a levé toutes les barrières qui l'empêchaient de candidater. Et là, il est candidat. Donc, et il gagne. Ce n'est pas étonnant, je veux dire. Très bien. Élisée Boloube, il avait prévu, le président Mahatma, de ne pas se présenter aux élections présidentielles. Finalement, il a changé d'avis, il se présente et il gagne, je rappelle, à 61,03%. Lorsque certaines images nous sont parvenues, on a vu certains militaires voter en plein air, sans isoloir. Et aujourd'hui, le Premier ministre Succès Masra appelle ses militants donc à contester les résultats, parce que selon lui, falsifiés, il appelle à contester fermement, mais pacifiquement. Quel commentaire en faites-vous? Oui, je pense que déjà c'est responsable de sa part. C'est-à-dire qu'il faut contester, on n'est pas d'accord. Parce que justement, s'il a constaté qu'il y a les conditions du scrutin n'ont pas été des conditions de transparence qui garantissent vraiment des résultats qui soient l'expression de la volonté du peuple, il y a lieu de quoi quand même se plaindre. Mais quand il demande qu'il y ait des manœuvres pacifiques, c'est déjà bien, mais peut-être aussi qu'il faut qu'il aille plus loin et saisir les autorités compétentes en la matière. Parce qu'une élection, je suppose que le dispositif prévoit qu'il y ait quand même des recours et qu'il puisse les saisir. Mais à côté de ça, je voudrais surtout interpeller l'Union africaine, parce que déjà l'organisation régionale, c'est-à-dire Afrique centrale déjà, la CEMAC, voilà, ne pas regarder ça de loin, parce que c'est comme ça que ça commence. Pour nous qui sommes passés par les questions de crise post-électorale, on sait souvent comment ça commence, on ne sait pas souvent comment ça finit. Donc, il faut se saisir très rapidement de la question et puis essayer vraiment de faire une médiation afin de ramener tout le monde à la table de discussion et de négociation et trouver vraiment un terrain d'entente. C'est ce que je souhaite vraiment pour le Tchad. Très bien. Herman, quelle est votre lecture sur ce qui se passe au Tchad? Bon, moi, je pense que je préfère observer qu'il n'a pas été... il n'est pas forcément le vainqueur, mais il a été déclaré vainqueur. Parce que ces précisions, lorsqu'on voit les conditions dans lesquelles l'élection s'est déroulée, il faut forcément être prudent avec les personnes qui sont déclarées ainsi vainqueurs. Moi, je pense qu'aujourd'hui, même Masra Succès, lui aussi,
avec son staff, son QG, il se déclare aussi vainqueur sur la base aussi des résultats qu'il a obtenus. Donc, je pense qu'on est là face à une crise et comme Barry l'a si bien dit, le Tchad est toujours en train depuis toujours, c'est toujours comment on appelle, des changements de régime violents. Par la force, on espère vraiment que les gens... Et c'est là que souvent que je plains les institutions comme la CEMA, comme l'Union africaine. Pourquoi vous les plaignez? Tu vois, jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas. C'est-à-dire qu'ils n'ont même pas encore dépêché, ils n'ont rien dit, ils n'ont rien dépêché, puisqu'actuellement, ils sont dans une sorte de conflit d'appréciation des résultats. Qu'est-ce qu'on fait pour que les résultats là soient reconnus ou bien que en même temps, c'est aujourd'hui, comme Barry. Même c'est aujourd'hui. On ne va pas laisser aujourd'hui. Je pense bien que ceux qui se sentent frustrés, les populations qui se sentent frustrées vont commencer à s'organiser. C'est très tôt qu'il faut prendre déjà le devant de ces choses-là. Marius Komoé. Oui, alors, c'est des premiers résultats annoncés par la commission électorale. Elles doivent être certifiées par le Conseil constitutionnel, ce qui n'est pas encore le cas. Mais déjà, cet après-midi, on entend que des armes lourdes tonnent aux alentours du domicile de l'ex-premier ministre, en la personne de M. Masra Success. Et donc, le Tchad replonge encore dans une politique comme on en connaît d'ailleurs en Afrique, lorsque les résultats des élections présidentielles sont proclamés. Il y a toujours le camp du parti de l'opposition qui proteste contre celui du parti au pouvoir qui très souvent gagne les élections. En la matière, je me demande bien sûr quoi comptait un monsieur comme Masra Success pour gagner ces élections. Pourquoi vous dites cela? Mais je le dis dès lors que le jour même électoral, on a vu ce redéploiement sur le territoire tchadien, pour ne pas dire dans la capitale du Tchad. Eh bien, cette redoutable garde présidentielle qui avait occupé tous les axes routiers de la capitale. N'est-ce pas peut-être pour la sécurisation quelle sécurisation? La garde républicaine a quoi avoir dans une affaire d'élection? Non, leur place est d'être en caserne. Bien entendu, c'est le premier signe. Qui plus est, dans les casernes militaires, le vote des militaires était surveillé comme de l'huile de feu par la garde républicaine reconnue à travers ses bérets rouges, qui l'arborent avec fierté. Et donc, nous savions que cette élection allait être à la merci du président de la junte. Aujourd'hui, il consolide son pouvoir. Après, le père, qui est parti dans des situations assez troubles, le fils reprend les rênes. Comme on en connaît également au Togo, comme on en a connu au Gabon, eh bien, l'Afrique continuera toujours de tâtonner, de continuer à tergiverser, surtout en pareilles circonstances. Et nous pensons que le Tchad a besoin, comme le disaient Herman et Élysée, de l'Union africaine le plus rapidement possible pour ramener la paix, ne pas attendre qu'il y ait justement des situations beaucoup plus dramatiques pour réagir. Il faut réagir tout de suite. Et je pense que le Conseil constitutionnel gagnerait à certifier les élections et à passer à autre chose. À certifier ces élections-là? Mais pourquoi pas? Les résultats, très bien. À les valider ou pas, et puis on passerait à autre chose. Très bien. Pour terminer, Élysée Bolobo, qu'est-ce qui, selon vous, aurait fait changer d'avis le président? Il avait annoncé qu'il ne se présenterait pas à ces élections-là. Qu'est-ce qui, selon vous, a fait en sorte qu'il ait changé d'avis? Se dit-il peut-être que sans lui, le Tchad perdrait soit sa sérénité ou soit la paix? Enfin, comment est-ce qu'on pourrait imaginer ce qui s'est passé dans sa tête? Non, on pourrait lui trouver plusieurs raisons, quand bien même je pense qu'un homme, ça ne vaut que par sa parole. Hein. Mais on pourrait peut-être trouver dans les tentatives de raison l'entourage qui très souvent est celui-là même. L'entourage. Voilà, qui redoutant de perdre un certain nombre de privilèges et d'avantages, en sens toujours ce leader-là dit non, il faut rester pour préserver certains avantages. Ça, on le voit souvent sur nos tropiques. Donc, il y a déjà ce premier point-là. Deuxièmement aussi, il y a la part du pouvoir. Hein. Quand on n'est pas au pouvoir, on a tous les beaux discours. Quand on y arrive au final, avec tout ce qu'on vit au quotidien, ou même des gens sont capables de penser pour toi ce que tu penses à tes instants précis. Bon, du coup, tout le monde se laisse souvent griser, ce n'est pas facile. Mais comme je le dis, pour moi, ça ne saurait justifier tout ça, parce que pour moi, un homme reste un homme. Je prends une décision, je l'assume jusqu'au bout, quoi que cela me coûte. Si on doit changer au gré des humeurs, les décisions qu'on prend qui engagent la vie de la nation, je pense qu'on ne s'en sortirait pas. Barry, à quoi vous attendez toutefois si l'Union africaine prend la parole? Que devrait-elle dire dans ce cas de figure?
Mais là, on est dans un processus où, si le Conseil constitutionnel a validé, la marge de manœuvre de l'Union africaine sera très limitée. Mais moi, mon point, c'est quoi? C'est qu'au Tchad, le président Déby, paix à son âme, a créé une armée dans l'armée. C'est-à-dire qu'il y a la Direction générale des services et de sécurité des institutions de l'État. C'est un corps d'élite de l'armée qui fait 14 000 soldats. C'est-à-dire qu'en dehors de l'armée tchadienne, il a à force une force militaire armée. Et c'est cette force militaire qu'on avait déployée au Mali. Et le général Déby Itno a été le chef de corps de ce corps de l'armée. Donc c'est pour vous dire quoi? C'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est l'État garnison. C'est un État où c'est une partie de l'armée qui gère et l'appareil administratif, et l'appareil politique, et l'appareil militaire lui-même. Donc M. Déby, il représente des intérêts. Et ces intérêts-là, comme Élysée l'a dit, les gens n'ont pas envie de perdre les privilèges. Ils sont là depuis 30, 40 ans. C'est les généraux qui dirigent le Tchad. Et quand ils décideront de passer un processus démocratique, ils le feront. Succès Masra a beau se plaindre, il n'y aura rien parce que le clan dirige le pays depuis 30 ans et ils vont continuer. Très bien. On quitte le Tchad avec, sur les mots de Barry, pour revenir en Côte d'Ivoire. Je l'annonçais à l'entame de cette seconde partie. Sié Kambou, secrétaire général de la FESI, est sous la sellette. Certaines sections estiment qu'il pose des actes qui ne ressemblent pas au statut que la FESI s'est donné. Certains estiment que les directeurs, enfin les secrétaires de section sont nommés au lieu d'être votés. Il y a des directeurs, du moins des secrétaires de section qui sont nommés au vu et au su de ce que lui désire, au détriment des textes. Qu'est-ce qui se passe à la FESI? Un collectif décide que vous ne soyez plus le secrétaire général, alors qu'on sait dans quelles conditions vous êtes arrivé. Tout le monde pensait à la paix à la FESI. Du coup, depuis quelques mois, quelques jours, vous êtes sur la sellette. Allez-vous démissionner? Bonsoir, madame. Bonsoir. Merci pour cette occasion qui nous est donnée aujourd'hui pour s'exprimer sur le processus électoral qui est en cours à la FESI. Vous savez, nous sommes une organisation d'élèves et étudiants. Et je suis issu de plusieurs élections. J'étais secrétaire général en Sciences Éco, j'ai eu à participer à 3 élections. Les élections, par le passé, nous divisaient. Et il fallait prendre un long moment afin de rassembler tout le monde, de taire tous les différents, avant de s'attaquer aux problèmes des élèves et étudiants de Côte d'Ivoire. Donc, sous notre mandat, on a décidé de créer des conditions pour le consensus. En réalité, ce sont des consensus qui ont été créés. Qui appellent les nominations. Ce ne sont pas des nominations. Il y a eu des élections. Toutes les procédures d'élection à la FESI ont été respectées. Et je voudrais donner une information capitale. Au niveau des études des dossiers, je ne participe même pas. Il y a un comité d'organisation qui réceptionne les différents dossiers. Et les différents dossiers réceptionnés, il y a tout le bureau national qui fait une étude de validation pour valider. Très bien. Maintenant, il s'avère qu'au nom de la mue que nous voudrons faire pour l'organisation, beaucoup n'y remplissent pas les conditions. Je vous prends au mot. Alors, à la cité Mermoz, le camarade, et je ne citerai pas son nom, a été nommé en violation des textes alors qu'il était absent de toutes les activités depuis 5 ans. J'arrive. À la Cité Rouge, la candidature de la camarade a été rejetée et elle a été finalement imposée par vous, toujours en violation des textes. Au CBCG de Cocody, le camarade non inscrit a été nommé toujours en violation des textes et au détriment de Sota, enfin bon, je ne vais pas citer les noms, candidat déclaré. À l'IFSM, la candidature du secrétaire général sortant de la section a été rejetée au profit d'un autre qui n'a jamais milité dans cette section comme les textes le prévoient. Que dites-vous de cela? Je vous donne déjà des explications sur le cas Mermoz. Selon nos tests, pour être candidat, il faut avoir été responsable dans la section 1 an au moins. Le dernier bureau, pas celui qui vient d'être fait sous le national Makelele, quand le général Mandela était là, il a fait son bureau le 13 juin 2023. Donc du coup, tous les candidats issus de ce bureau ne remplissaient plus les conditions. Mais lui qui a eu sa candidature validée a été secrétaire général adjoint sous le mandat du général Patko. Donc lui, il remplissait les conditions. Mais vous voyez, Patko a géré la section, assis Patrick. Mais quand son temps à aujourd'hui, ça ne vaut pas 5 ans. C'est ça. Donc ce que les gens disent là, les gars veulent trouver des prétextes pour faire... Puisque nous, on dit, celui qui n'est pas étudiant
celui qui n'est pas inscrit ne peut pas être secrétaire général. Très bien. Il fallait trouver, voilà. Écoutons Élisée Boloubé. D'accord. Nous avons lu dans la presse, j'ai vu, je ne sais pas si vous reconnaissez dedans, mais une interview, je dirais comme ça au passage, où vous indiquez qu'il y a des personnes tapis dans l'ombre, notamment des anciens, qui seraient contre les réformes que vous avez entreprises depuis votre arrivée. Déjà, dans un premier temps, est-ce que vous pouvez revenir sur ces réformes que vous avez entreprises qui généreraient éventuellement ces anciens? Et puis, est-ce que quelque chose a été fait pour pouvoir ramener ces anciens-là à admettre que finalement la FESI a fait sa mue? Depuis que nous sommes arrivés, on a décidé de faire de la lutte contre la drogue notre priorité. Vous savez, une étude a été faite par le secrétariat aux affaires académiques. Il s'avère que dans plus de 80% des lycées et collèges à Abidjan, il y a le phénomène de la drogue qui sévit. Ouais. Donc nous, en tant qu'organisation citoyenne d'élèves et étudiants, pour nous, il faudrait qu'on participe à la formation qualitative des élèves étudiants de Côte d'Ivoire. C'est pourquoi on a décidé de s'attaquer à ce phénomène-là. Donc, du coup, tous les espaces universitaires, on a décidé de tout faire pour ne pas que la drogue puisse passer par là. À la suite de ça, il y a la question de la ponction sur la bourse. Par le passé, on sait très bien comment ça s'est passé quand les étudiants partaient prendre leur bourse. C'est ça. Quand nous sommes arrivés aux affaires, on a mis un terme à cette pratique-là. Il y a la question des ventes illicites des chambres. Vous pouvez vous renseigner aujourd'hui avec la direction du CRU. Nous combattons ce phénomène. Très bien. Donc c'est ce qui gêne en fait, c'est ces réformes-là qui généraient certaines personnes qui donc ont décidé d'œuvrer à l'effet de vous enlever. Mais parlons de la drogue. Vous avez, justement, vous avez accusé un député de la nation quand même, qui était ancien, enfin, très actif au niveau de la FESI, le maréchal Kabé. Enfin, ce sont vos termes, hein, maréchal, c'est vous qui les nommez, enfin c'est vous qui choisissez les termes. Maréchal Kabé, que vous avez accusé nommément d'avoir une main dans cette affaire, c'est grave. Dans cette affaire de quoi? De drogue. Nous avons cité les réformes. Je pense que c'est lors du discours à Mermoz de mon meeting, nous avons cité les réformes que nous avons actuellement. Mais à la suite, j'ai dit, le monsieur dont vous venez de parler, j'ai dit que lui, il manipule afin de maîtriser l'organisation. Il manipule comment? Et nous, il cherche à avoir des gens dans les bases. Il n'est plus de la section. Afin de contrôler. Dans les sections. Afin de contrôler le syndicat. La drogue. Voilà. Donc, il n'est plus de la FESI, normalement. Très bien, Herman. Mais moi, ma question, je vous ramène sur la question de la drogue. Est-ce à dire qu'aujourd'hui, il y a quand même certains responsables anciennement de la FESI qui auraient à gérer cette pègre-là au niveau des lycées et collèges et au niveau des résidences universitaires, puisque cette réforme-là gêne? Bonne question, Herman. bon, ma part, seule une bonne enquête pourra nous situer sur ce fait-là. Hein. Sinon, si la drogue passe par les écoles, cela voudrait dire qu'il y a des acteurs internes et des acteurs externes. Voilà. Donc, à la suite d'une bonne enquête, on pourra situer les responsabilités. Paris. Alors aujourd'hui, le problème, il est posé. Hein. Il y a naturellement des gens qui ne sont pas d'accord avec vous, qui sont de l'organisation. Vous, en tant que leader, puisque vous êtes la principale figure, qu'est-ce que vous comptez mettre en place ou quelles mesures vous voulez prendre pour régler cette question? Parce qu'on sait tous que ce n'est pas intéressant que des membres d'une organisation comme la FESI puissent régler un certain nombre de différends par ce conseil, quoi. Ce que je vais ajouter à sa question, quels sont aujourd'hui vos rapports, l'état de vos rapports avec celui qui vous avez succédé, je veux dire Makelele, à la Sinclair? La deuxième fois que la question... Oui, sur ce plateau, c'est vrai. Sur ce plateau-là, comme je l'ai dit, j'ai fait tout pour entrer en contact avec lui. Mais jusqu'à actuellement, peut-être que... Il refuse de vous parler ou de vous prendre au téléphone? Jusqu'à actuellement, il ne m'a pas encore pris au téléphone. Ça, je le dis. Donc vous n'avez pas de bon rapport? C'est quand il va prendre mon appel que je saurai. Peut-être qu'il c'est quelqu'un qui... C'est un leader, il est occupé à beaucoup de choses. Peut-être qu'au moment où j'appelle, il est occupé et puis il oublie de me rappeler. On comprend bien. Marius, question. J'allais dire, avec la FESI, est-ce qu'on va s'en sortir? Oui. Comment? Mais, vous voyez, aujourd'hui, nous avons beaucoup d'universités qui sont construites. Une dizaine d'universités, des résidences universitaires supplémentaires sont construites. Et ces réformes que nous faisons, c'est pour que l'autorité en face nous fasse confiance. Parce que c'est comme un père qui construit un grand immeuble pour ses enfants et autres. Et puis quand il quitte au travail, il arrive, il voit que les enfants sont concentrés sur d'autres choses négatives que d'étudier. Donc nous faisons toutes ces réformes-là pour que vous-même qui êtes notre parent, vous puissiez nous faire confiance. Et on ne peut pas avancer sans ces réformes dont nous parlons. Vous savez? Oui, Marius, allez-y. Vous dites
tantôt qu'il y a eu plusieurs universités construites. Vous savez pourquoi l'électricité est chère? Parce que justement, les nouvelles universités construites, Oui. on vous livre de l'électricité. Est-ce que vous payez des factures d'électricité à l'université? On vous donne de l'eau. Est-ce que vous avez de l'eau en permanence? Sur le Est-ce couvert que de vous l'État, payez? Marius. Alors, quand les parents et l'État de Côte d'Ivoire font tous ces efforts, supportés par le pouvoir d'achat des parents, qui aujourd'hui se demandent pourquoi l'électricité est si chère. Mais c'est tout ça, la multiplication des universités qui sont créées engendre donc des coûts supplémentaires au budget de l'État et donc au niveau des taxes et des impôts Donc la question, supportés par les parents. Donc, ce qu'on attend de vous, quand on vous met à l'école, vous dites nous sommes parents. C'est pour que vous partiez naturellement, vous concentrer sur les études et non pas faire ce que nous voyons chaque année. On entend la FESI. Chaque année, on attend la FESI. Alors, à un moment donné, il faut tourner le dos à toute cette image, à cette image qui est collée à votre dos et qui n'est pas du tout reluisante. Très bien. C'est pour ça que je vous ai demandé, est-ce qu'avec la FESI, on va s'en sortir? Très bien. Oui, Juste il va réagir. une petite contribution, rapidement, Herman. pour répondre un peu à Komoué. Moi, je pense qu'il a ici bien dit, hein, c'est clairement ces réformes-là pour faire en sorte que les parents que nous sommes soyons dans la quiétude et qu'on soit sûr que les enfants, nos enfants, dans l'espace académique pour étudier, ils se concentrent à cela. Parce que ce qu'il a dit, lutter contre la drogue... Justement, ce que je disais, c'était pour lui dire que nous sommes totalement en phase avec sa vision. Ah, très bien. Et il faut forcément continuer dans cette voie, de sorte à pacifier les universités et permettre aux étudiants d'acquérir la connaissance et de devenir et de revenir un jour construire le pays à nos côtés. Écoutons Élisée. Ou après nous. On a vu qu'à l'élection qui vous a vu arriver à la tête de la FESI, on a vu certains anciens qui étaient présents et en tout cas qui vous ont plus ou moins encouragé. Et là, tout à l'heure, quand vous évoquiez, ou du moins ce que Christelle disait, on a vu aussi que c'est d'autres anciens qui sont en train d'entreprendre de sorte à saboter votre mandat. Est-ce que vous pensez objectivement, quelque part, que vous êtes victime d'un conflit entre les anciens? Bon, ça, je pense que seuls les anciens vous êtes accepté par ces anciens-là. Je pense que seuls les anciens pourront répondre. Mais vous savez que Dieu lui-même ne fait pas l'unanimité. Dieu qui nous a créés. Donc, toutes ces réformes, c'est pas... Nous, on s'attendait à cette crise en quelque sorte. Ah oui. Quand une réforme crée la tension... Toutes les réformes que nous sommes en train de faire, on s'attendait à des oppositions données. Ah bon, d'accord. Parce qu'il y a certainement des gens qui ne comprendront pas. Voilà. Et puis, ces choses, ces pratiques sur le terrain profitaient à d'autres personnes. Donc, quand on arrive, puis on demande qu'il y ait la fin de tout ça, c'est normal que ceux à qui ces pratiques-là profitaient s'opposent. C'est à nous, dans notre démarche. C'est pourquoi, depuis, vous voyez que on sait comment ça se passe à la FESI par le passé, hein, mais depuis ces choses ont lieu, vous voyez que nous appelons les uns aux autres au calme, nous essayons d'expliquer, nous appelons les âgés pour demander, voilà, c'est un peu ça. Très bien. Alors, dans une de vos prises de parole, vous avez dit que la FESI devrait être libre de tout ombrage politique, de toute couverture politique. Mais comment ça se fait que certaines sections sont installées avec comme parrain des hommes politiques? Par exemple, ce qui s'est passé aux 220 logements. Est-ce que vous en tenez à ce que vous aviez dit ou du coup, la real politique, comme on le dit, a pris le dessus? Vous voyez, mais il y a eu des sections où le parrain n'est pas forcément un homme politique. Et quand il devient politique, on peut s'interroger, puisque vous disiez qu'il fallait s'éloigner de la politique. Cet homme politique et le secrétaire général qui est investi. Donc, moi, j'ai des parents, il y a des frères qui sont des hommes politiques. S'il y a une activité, ils décident d'associer leur image, ils n'associent pas leur image en tant que l'homme politique. Ils ne viendront pas parler de la politique. Ils viennent à cause des liens. Pour soutenir. Sinon, si tel est le cas, à un moment donné, c'est qu'on va... On peut avoir des parrains. Voilà, on va plus avoir de parrains. Mais, enfin, bon, je parle sur vos propos, hein. Si toutefois qu'on continue à avoir le système de parrainage politique, est-ce qu'on ne peut pas imaginer justement toutes ces manipulations, ces ficelles qui sont tirées? Les nominations dont vous parlez ne font pas apparemment l'unanimité au sein de votre organisation. Puisque vous avez fait des nominations. Il n'a pas d'élections. Permettez, mais dis donc, vous avez des défenseurs sur ce plateau. Permettez que j'y arrive. Vous disiez que vous avez préféré, dans le consensus, aller aux nominations. Je me trompe ou pas? Ce ne sont pas des nominations. Je vais vous donner un exemple. Tel que je le lis ici. Ça,
Ça, c'est pas un bon Voilà. rapport. Alors, parce que Je ça a pense que été c'est le fait... rapport de ses adversaires. C'est quoi ce rapport? Élisée Bouloubou. Je vais vous donner un indice. Bravo, hein, je sais pas comment vous avez fait. Madame, je vais vous Non, donner un indice. Excusez-moi, je viens. Alors, ces propos ont été tenus par le monsieur Deagoué Ziku Mars Aubin. Hein, c'est le collectif qui a fait donc ce mot-là. Je ne fais que juste... Je ne le connais même pas. Vous ne le connaissez pas? Je le connais Ah, même bah pas. dis donc, c'est le président du collectif, justement, C'est les opposants. de ceux qui renient un peu toutes les différentes actions que vous êtes en train de faire. Aujourd'hui, j'ai vu... Comment est-ce que vous réagissez à cela? J'ai vu une nouvelle note aujourd'hui où il y a un nouveau nom. Oui. Je donne un exemple très simple. Vous pouvez mener les investigations au niveau des Dalois. Oui. Pour créer les consensus, il y a eu 3 jours de discussion entre les candidats. Ah. Ils se sont parlé pendant 3 jours. J'ai reçu à Abidjan ici Et c'est ce que vous vouliez, en fait. C'est ce que nous, on veut. Bon, on dit on est là pour défendre les intérêts des élèves et étudiants. Et puis, pour désigner le premier responsable, on va se diviser. Ou souvent, on fait par le passé, pour les élections des sections, il y a souvent de la violence. C'est ça. Moi, j'ai été suspendu durant 7 mois en sciences éco pour une question d'élection pour gérer la section. Donc, tout ce passé-là, tous ces constats ont fait que quand ils sont arrivés à la tête de l'organisation, j'ai dit non, il faut opter pour autre chose. Si on est là pour défendre les intérêts des élèves étudiants, pourquoi se diviser pour désigner le premier responsable? Très bien. Donc, sur ça, je voudrais donc expliquer. Vous privilégiez Voilà, donc en fait, le consensus. Voilà, en fait, je pense, l'une des récriminations de vos adversaires, cette nouvelle façon de faire, parce qu'ils estimaient qu'il fallait aller au vote. Je vais peut-être juste faire le porte-voix de ce que vos adversaires disaient. Maintenant, quelle est la voie de sortie aujourd'hui? Vous êtes venu pour arranger la FESI. Vous disiez il faut la paix, il faut changer le visage de la FESI. Quelle est la sortie de crise? Bon, j'appelle tous les uns les autres à s'approprier toutes ces réformes. Mais je voulais donner une précision. Allez-y. De 90 à nos jours, à la FESI, quand il y a les élections de base, c'est le consensus qui est beaucoup. Sinon, en dehors des sessions de facultés et des cités, à Abidjan ici, à Daloa, les grandes écoles, c'était des candidatures uniques. Et mes prédécesseurs nommaient. Ah. La moitié de ceux qui parlent n'ont jamais fait d'élection. Donc ça, en fait, selon vous, c'est fallacieux. Voilà. On les nommait. Nous, on arrive aujourd'hui parler pour dégager. Donc, c'est des choses qu'on ne peut pas étudier. Puis le secrétaire national que je suis, si on veut faire des nominations, il y a les faire en AG. Il y a eu des secrétaires généraux qui ont été nommés en AG et puis la FESI n'a pas connu de crise. À Bobo, sous le national Makelele, les 2 secrétaires généraux ont été nommés en AG. C'était pas élection. L'AG, c'est l'instance suprême de Oui, décision. Voilà. Le secrétaire national a nommé en AG. Ça n'a pas créé de crise. Donc, si tout ceci ne tient pas, alors qu'est-ce qui se passe? Il y a donc des mains noires. Vous êtes sûr des mains C'est noires? la manipulation en bas. Donc, mais le prétexte qu'ils utilisent est fallacieux. C'est fallacieux. L'élection des FESI, c'est FESI qui fait, conformément à nos tests. Donc, c'est ce que nous, on fait. Nous-mêmes, là, pour montrer notre côté démocratique, on demande aux candidats de se parler pour dégager un certain consensus. C'est ça. Aujourd'hui, quelle est la sortie de crise aujourd'hui pour vous? Non, mais nous leur demandons de rejoindre la République. Vous attendez donc à aller vers vos dissidents, peut-être, pour discuter, échanger avec eux. Si tel est que vous voulez créer la paix, l'harmonie, ce collectif-là, vous allez les l'unité, convoquer, parler vous avec n'attendez eux. pas les J'ai rencontrer. convoqué une AG où j'ai demandé aux uns et aux autres de venir parler. Ils ne sont pas venus. La moitié de ceux qui parlent ne sont même pas inscrits. Ah bon? Voilà, mais tu ne peux pas gérer une section de FESI sans être étudiant. C'est cela. Le minimum, il faut t'inscrire. Donc, on réserve la candidature. Vous pouvez passer au séance, vous donner les dossiers. Hein. Le gars, il dit qu'il est inscrit dans une école donnée. On va vérifier qu'il n'est pas étudiant là-bas. Ou bien le monsieur, comme il veut gérer une section, il va s'inscrire à quelques jours de l'élection. Puis il voudrait qu'on lui laisse la place, la tête de la section. On dit non. On veut te voir à l'école. Être sûr que tu vas réellement à l'école. Très bien. Élisée. Ce que vous révélez, moi, de toute façon, je pense que sur ce plateau, beaucoup peut-être ont fait la langue de bois, mais c'est des choses, c'est des pratiques qu'on sait au niveau de la FESI. Pour nous qui avons fait le campus, qui avons fait les cités universitaires, on ne connaît pas ça. Donc, éclairez nos auditeurs. Certains auront la langue de bois, mais pour ceux qui ont fait le campus, tu fais allusion à Marius Komoué, qui ont fait la résidence universitaire, on sait plus ou moins, ce sont des pratiques qui ont existé. C'est des pratiques qui ont existé. Donc, quand il parle de forum, quand il parle de réforme, nous, on comprend un peu. Nous qui avons fait l'université, les cités universitaires, on comprend un peu l'idéologie. Expliquez-nous un peu. Je pense qu'il a il en a assez dit. Quand il vous parle, par exemple, des chambres
qu'on ne va plus sous-louer, c'est des choses qui ont existé. Personne n'a fait d'études universitaires et il va contester ce fait-là. Des chambres qui sont louées, qui sont des propriétés privées de la FESI, on a vu. Ça a existé ici. Des taxes qui sont prélevées à des vendeurs et des vendeuses sur l'espace universitaire ou dans les environs de l'université. Les ponctions qui sont faites sur les bourses, on a tous été victimes de ça. C'est des réalités qui ont existé sur le campus. Donc quand il parle de réforme, nous autres, on comprend, on l'entend. Mais ce que je veux dire, est-ce qu'il pense que son action peut prospérer s'il n'associe pas à cette action les pouvoirs publics? Est-ce que cette démarche a été faite? L'État de Côte d'Ivoire, s'il y a des gens qui sont identifiés comme étant des personnes qui entretiennent, des réseaux qui commercialisent la drogue, ou bien ça, on peut saisir la justice. Et l'État de Côte d'Ivoire peut qu'on mène des investigations, ces personnes-là soient mises à nu devant leurs responsabilités et devant la justice. C'est ce que je veux dire. Est-ce que vous avez associé le pouvoir public à ces actions-là? Il va réagir maintenant. Vous voyez, notre mandat est placé sous le sceau de gestion participative. Nous sommes aujourd'hui dans une bonne collaboration avec notre ministre de tutelle, avec qui on fait presque tout. Vous verrez que depuis que nous sommes arrivés, il n'y a pas encore eu de grève. Chaque fois qu'il y a un problème, on va vers lui. Pour nous, c'est de trouver des solutions. Permettez qu'il réagisse. C'est qui va dire important. Le monsieur, il écoute. Il prend en compte nos propositions. Je donne un exemple sur la question du BTS. Quand nous sommes allés vers lui pour une doléance, pour dire que bon, c'est vrai que les étudiants ne sont pas inscrits, mais d'autres sont encore restés. Donc, si vous pouvez relancer le site pour leur permettre de s'inscrire, il a accepté. Là, on n'a pas besoin de faire bruit pour ça. Vous comprenez? C'est aujourd'hui la fin des inscriptions. Donc, on allait plaider pour qu'il prolonge un peu. Il a accepté. Donc, le monsieur, c'est un monsieur qui est dans un esprit vraiment heureux. Maintenant, pour les réformes que nous voudrons faire sur le terrain, on l'a associé aussi également. On lui a dit, bon, voici ce qui mine nos différentes cités. Et voici nos propositions pour pouvoir... Il a trouvé que c'est le même objectif qu'on veut atteindre. Donc, avec lui, on ne fait rien sans lui. Très bien. On lui explique notre démarche, où on va. Très bien. Merci beaucoup, Monsieur Sie Kambo, secrétaire général de la FESI. Tout ce qu'on vous souhaite, c'est de travailler à ce que la paix revienne à la FESI et que vos réformes pour donner une image plus belle à la FESI puissent vraiment réussir. Merci. Merci. Et plein succès à vous, surtout. Merci. Merci de nous avoir suivis, Élisée Boloubeu. Merci beaucoup. Herman Avoua. Marius Kouré. Il a des défenseurs ici. Alors, je voudrais donc saluer M. Sorvila Idrissa, résident à Marcory Abidjan, propriétaire d'une reprographie à Koumassi, grand fan du Grand Talk, et au passage à tous les amis qui nous regardent de l'intérieur du pays. Divo, Ferke, Dimbokro, Diokoué, Aboisson, Adiaké, Djebonois, qui nous suivent tous les jours et ceux qui nous regardent partout dans le monde et qui réagissent sur notre plateforme. Merci, merci, merci. À l'épée, on vous regarde aussi. D'accord, à l'épée partout en Côte d'Ivoire. En Guinée aussi, on vous regarde. À Bouna aussi, d'accord. On nous regarde, même chez Élisée, chez Marius, on nous regarde. Oui, les gens vous aiment bien. Merci de nous avoir suivis. Allez, à lundi pour nous aussi.